Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. D'être avec nous sommes en direct. C'est Europe 1 Soir Week-end. Samia Maktouf, nous vous entendons. Vous êtes resté... Pardon, vous êtes resté avec nous parce que je voudrais qu'on aborde évidemment maintenant l'affaire de ces influenceurs algériens. Bien. L'Algérie qui en fait se font d'un communiqué aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi elle a refusé sur son territoire un de ses ressortissants qui avait été expulsé après avoir tenu des propos inqualifiables de violence. Condamnable. Il a été expulsé. Point final. L'Algérie a refusé. L'Algérie explique dans son communiqué que on a presque l'impression que c'est quelqu'un de parfait. Le ressortissant vit en France depuis 36 ans. Il a un permis de séjour depuis 15 ans. Il est père de 2 enfants. Il travaille. Il a un emploi stable depuis 15 ans. Donc voilà, l'ensemble de ces données lui confèrent des droits, que son expulsion précipitée et contestable l'a empêché de faire valoir, tant devant les juridictions françaises qu'européennes. En plus, on donne des leçons de justice. Donc ils nous disent qu'il faut en fait que ce ressortissant puisse bénéficier d'une judiciarisation correcte, qu'il puisse faire valoir ses droits et se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable, fermez les guillemets. Ouais. C'est le même pays qui embastille Boualem Sansal. Oui, dont on n'a pas de nouvelles d'ailleurs. Dont on n'a aucune nouvelle. Et dont le comité de soutien est extrêmement inquiet aujourd'hui. Donc voilà où nous en sommes rendus. Mais c'est quand même incroyable. Alors Samia Maktouf, vous êtes avocate. Voilà. Quels sont nos leviers ? C'est en tant qu'avocate que je voudrais reprendre un peu les règles. Parce que nous sommes dans un état de droit, fort heureusement. Oui. Le droit d'entrée et de séjour sur le territoire français est une prérogative régalienne dont bénéficie un État souverain tel que la France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la seule exception qui peut empêcher ou qui constitue une exception à l'extradition ou le refoulement ou d'une personne qui séjourne sur le territoire français, c'est le fait que cette personne puisse faire l'objet d'un traitement dégradant et inhumain et qui puisse être maltraité dans son pays d'origine. En l'occurrence, je ne connais pas le dossier, mais à l'évidence, ce n'est pas le cas puisque il flatte son pays, il est élogieux de l'Algérie. Donc, seuls les réfugiés pourraient, parce qu'il y a eu 2 conventions qui permettent seules 2 conventions posent une exception à cette possibilité de refouler quelqu'un. Le non-refoulement n'est possible que si la personne peut, sur le pays où elle est renvoyée, peut être maltraitée et subir un traitement maltraitant. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas en mars 2024, ça allait très bien. Ça s'était très bien passé. Il avait son passeport, tout était en règle. Donc on se fait une nouvelle fois humilié par l'Algérie, Olivier d'Artigol. Je vais être attentif à la réaction ou non au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire quid aujourd'hui de l'expression du chef de l'État sur ce dossier, sur cette crise franco-algérienne qui atteint aujourd'hui un niveau spectaculairement élevé. On a appris il y a quelques heures que le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, au regard d'un nombre sérieux de désaccords avec le président de la République, quittait l'Élysée, alors qu'il était vraiment une personne ô combien ressource. Il y a donc au sommet de l'État aujourd'hui, avec un président de la République qui, au début de son premier quinquennat, avait fait tapis sur l'Algérie, pensant que véritablement l'axe était là, pour après aller de zigazag, faire la même chose avec le Maroc, avec la prise de position sur le Sahara occidental. C'est une politique de gribouille, on n'y comprend plus rien. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, j'espère qu'il y a de la diplomatie souterraine aujourd'hui concernant Boualem Sansal, ce qui pourrait, à minima, expliquer le silence d'Emmanuel Macron, voulant aboutir sur ce dossier-là. Mais si c'est pas le cas, nous sommes dans une situation extraordinairement fragile. Mais c'est quoi la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie ? Devant les ambassadeurs, il a soufflé le chaud et le froid. Exactement, c'est le en même temps. Mais voilà, exactement, Olivier d'Artigol. Non, mais le en même temps, mais ça, franchement, là, aujourd'hui, il va falloir qu'on réagisse, Rachel Kahn. Bon, déjà, sur je sais que maintenant, on a pris l'habitude d'appeler ce dossier les influenceurs, mais pour moi, ce ne sont pas des influenceurs, ce sont des porte-paroles du régime algérien,
et par ailleurs porte-parole de la haine envers l'Occident et notamment la France. Après, sur la question justement des réseaux sociaux, je sais qu'il est question là des frontières et de l'extradition, mais qu'ils soient n'importe où, à Acapulco ou n'importe où, ils peuvent de toute façon poster aujourd'hui des messages de haine envers la France. Donc la problématique, en fait, elle est double. Elle est à la fois ce qu'a fait l'Algérie, donc de ne pas accueillir son ressortissant dans ses frontières, ce qui est une violation du droit international par ailleurs, mais aussi la question des réseaux sociaux qui sont sans frontières et qui peuvent en fait être une arme comme ça idéologique contre un pays. Oui, bien sûr, mais bon, sauf que là, il va falloir trouver des solutions. Parce la que solution, c'est... Vous vous rendez compte, les influenceurs, ils vont continuer, là, en France, à rigoler, à faire des vidéos, à vomir, pardon, parce que c'est à vomir ce qu'ils disent. Oui, mais Pascal... Sans aucun risque, quoi. Il y a pas de... il va rien se passer. Oui, mais Pascal, là, la position de la France, c'est très compliqué. Quand la France, ça fait 2 ans, un an et demi, on va dire, qu'elle donne des leçons de morale à travers le monde sur la désescalade de tous, là, elle ne peut plus faire de désescalade. Et oui. La question est à l'évidence politique. À l'évidence, elle est politique et j'espère, comme vous le rappelez, sera réglée par des moyens diplomatiques. On sait très bien que la diplomatie est sourde. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas avoir l'écho de ce qui est en train de se discuter. En revanche, pour revenir sur l'aspect juridique, moi, ce que je ne comprends pas, cette personne, je ne connais pas le dossier, mais de ce que j'ai appris, comme tout le monde, c'est c'est un ressortissant algérien qui a un permis de séjour, qui a un passeport algérien et qui a un titre de séjour. Oui. Alors, le titre de séjour, encore une fois, je vous le rappelle, c'est le pouvoir discrétionnaire, régalien, souverain de l'État. Moi, ce que je n'ai pas compris, pourquoi, dans la mesure où cette personne présenterait un danger pour l'ordre public, il fallait tout simplement annuler son titre de séjour. Je suis confrontée à ces situations avec ces personnes. Le préfet aurait dû annuler purement et simplement le titre de séjour parce que, comme l'a rappelé Rachel Kahn, il y a un État qui refuse son propre citoyen. Et ce citoyen ne risque pas la persécution conformément aux principes fondamentaux du droit international. La seule exception qui aurait empêché la France à l'expulser s'il était sujet à persécution ou un traitement inhumain et dégradant. Mais là, nous avons un ressortissant algérien dont le pays ressortissant n'en veut pas. Comment a-t-on accepté qu'il soit refoulé et on accepté à nouveau vers... Bah si, il est en France apparemment. Oui, Bruno Retailleau est monté au créneau en disant effectivement non, mais si, il serait en France aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais pourquoi le titre de séjour? Tous les jours, j'ai des personnes qui m'appellent pour me dire on vient de m'annuler mon titre de séjour. Et c'est pas parce qu'il a 2 enfants français que ça autorise, que ça donne le droit d'avoir un titre de séjour. Je vous parle sur le plan juridique pur. Bien sûr. Moi, j'ai une vive pensée pour les Français d'origine algérienne aussi. Parce que ce genre d'individu fait monter la xénophobie et le racisme en France et divise les citoyens. Oui, parce que la majorité, l'écrasante majorité des Algériens qui sont binationaux sont respectueux de la loi, qui se sentent bien à la fois en France qu'en Algérie. Ils sont respectueux. C'est comme... Pour le terrorisme, là, on parlait de Charlie tout à l'heure. C'est quoi? Qu'est-ce qui ressort dans cette affaire? C'est qu'on n'accepte pas qu'une personne puisse critiquer un régime. C'est le non-respect du droit à la liberté d'expression. Oui, voilà. Le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus des influenceurs qui sont arrêtés. Il y a une influenceuse qui sera jugée le 18 mars par le tribunal correctionnel de Lyon, pareil, pour avoir tenu des propos absolument épouvantables. Mais comme vous le disiez, Samia Maktouf, ils sont des dizaines et des dizaines et des dizaines. C'est pas 5. C'est pas 5. Mais c'est pas 5. Non, c'est pas 5. Donc c'est quoi? Ils ont peur de quoi? Après, vous voyez, quand on a eu la révélation de Rima Hassan un petit peu avant les élections européennes, ce comportement sur les réseaux sociaux, elle frôle, elle est à la limite de ça par rapport à la France depuis un bon moment.
Oui, mais Donc, elle en n'a fait, jamais c'est franchi la ligne rouge. Jamais. C'est Mais ça. elle a permis aussi à certains, et notamment aux jeunes, de libérer cette parole de haine, justement. C'est l'exemplarité dont on parle. Vous savez, on parlait encore une fois, de la Miss France. C'est pas elle, mais c'est ce qu'elle représente pour les Exactement, jeunes. Samia Maktouf. C'est Moi, je suis d'accord. C'est l'exemplarité qui compte. Que l'homme politique donne l'exemple. Que la personne qui, dans la société, a un poids dans l'exemple. C'est ce que, en fait, aujourd'hui, et ils me disent, les jeunes, ils n'ont pas de référent. De Oui, mais référent. il y a à quelque suivre chose et à aussi sur les réseaux. respecter. Après, j'aimerais bien entendre Olivier sur ce sujet. Mais pardon, c'est simplement qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a un fonctionnement, les algorithmes. Lorsque vous postez un message d'amour sur les réseaux sociaux, il n'a pas de nombre de vues très très fort. Ouais. En revanche, un message de haine circulera beaucoup plus aussi. Ouais. Donc c'est le fonctionnement même des Et réseaux. avec une autre chose, Olivier les D'Artigol. réseaux sociaux vont vous amener prioritairement et presque uniquement vers ce qui va conforter vos opinions, votre terreau. C'est-à-dire, il n'y a plus la possibilité d'une altérité. Vous n'allez pas être dirigé vers une pensée autre, hétérodoxe à ce que vous pensez vous, pour aller voir la part de vérité de ce qui pourra vous échapper dans quelque chose qui est très éloigné de ce que vous ressentez. Donc, ça crée des sillons, ça crée des confrontations permanentes. Et moi, je dois avouer que avant, on vit tout ça. Quand on a un engagement public ou médiatique, des fois, on nettoie son mur, on laisse pas passer un certain nombre de choses. Je le fais même plus, moi, aujourd'hui. Moi non plus. Parce Regarde que même de guerre S'en lasse, fiche. je dis bon tant pis, je laisse. Même si des fois ce sont des choses par rapport à mon histoire familiale, personnelle, des choses qui ont pu me blesser. Oui. Oui, Aujourd'hui, vous avez pris de la distance. Ceux qui disent je suis d'une totale indifférence, j'aimais bien la phrase de Mitterrand, il sous-estime ma capacité à l'indifférence. Peut-être qu'on se blinde, mais on n'est jamais totalement indifférent. Non, mais ce qui est le plus dangereux, c'est de créer des... En fait, c'est la calomnie, en fait, le plus dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit à peu près n'importe quoi de ce que vous êtes pour que vous soyez une cible. Oui, exactement. Ces réseaux sociaux, parfois ce poison, disons les choses, parfois ce poison. On va reparler dans un instant, évidemment. Tiens, Mohamed Sifaoui sera avec nous. On va parler un petit peu avec lui, effectivement, des moyens que nous avons à notre disposition, juste pour se faire respecter par les autorités algériennes. Évidemment, on jette pas l'opprobre sur tous les Algériens, ni la communauté algérienne qui est présente en France. Non, mais je préfère le préciser. Absolument. Parce que, voilà, c'est très important. Là, c'est les autorités algériennes, elles, qui sont mises en cause et qui ne nous respectent pas. Donc, Mohamed Sifaoui est avec moi dans un tout petit instant après le journal de 20h. Charlotte Dornella, journaliste au JDD, Adrien Matou, chef du service politique à Marianne, vont nous rejoindre dans ce studio. Merci beaucoup. Rachel, merci Olivier. Pascal. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Une annonce antenne. Cette année, votre radio préférée Europe 1 fête ses 70 ans. À travers un podcast inédit, découvrez l'histoire de la création d'Europe 1 et les tout débuts d'Europe 1, parfois compliqués, de la station qui a révolutionné le quotidien des Français, comme l'explique le journaliste Philippe Labro. Il avait 19 ans en 1955 au lancement d'Europe 1. Qu'est-ce que je découvre, comme beaucoup de Français, c'est qu'ils font ça autrement. La grande révolution, c'était que les journalistes, les animateurs, les présentateurs parlaient comme on est en train de parler, vous et moi. Et d'un seul coup, ils apportaient la normalité et ils foutaient en l'air un certain establishment. C'est un tournant sociétal et culturel très important. L'incroyable histoire d'Europe 1, podcast exceptionnel, à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Et demain dimanche de 14h à 15h sur l'antenne d'Europe 1. Il est 19h59. Dans un instant, le journal de 20h. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.